maintenant, partons à la découverte d'une des régions les plus visitées d'Israël, Zichron Yaakov, une halte historique pleine de plaisir. Sur les traces des premiers pionniers, cette localité marque les prémices de la création de l'État d'Israël et conserve encore aujourd'hui un charme pittoresque. Ancien village au caractère unique et au paysage romantique, elle séduit les touristes par la tranquillité de ses rues pavées, de ses boutiques, de ses cafés et de ses galeries d'art. Au lieu du vin en Israël, Zichron Yaakov est devenu un pôle d'attraction touristique incontournable. Julie Ebeau et David Mansour vous font visiter cet endroit très poétique. Regardez. Perché sur les hauteurs du Mont Carmel, aux allures de petits villages du sud de la France, Zichron Yaakov est de nos jours réputé pour son charme pittoresque et ses vins capiteux. Fondée en 1882 grâce au financement du baron de Rothschild, elle est l'une des plus anciennes communautés d'Israël. David Mansour, notre guide durant cette visite, revient sur cette région chargée d'histoire. Les premiers pionniers étaient ici, c'était difficile, et le baron de Rothschild va décider de les prendre sous sa tutelle. Il va leur construire une ville, il va commencer à les faire travailler dans les vignes, dans les champs. Son papa s'appelait Jacob, et donc ça sera la ville de Zichron Yaakov, le souvenir de Jacob, une ville dédiée à son papa et pour lui faire honneur en Terre Sainte. Zichron Yaakov, le quartier des fondateurs où se trouve la célèbre maison de la famille Aronson. Pionnière de l'histoire d'Israël, classée patrimoine historique israélien, elle est un passage incontournable. On est arrivé ici chez la famille Aronson, qui était une des premières familles pionnières de Zichron Yaakov et qui va prendre une part active lors de la Première Guerre mondiale. Ils vont donner des informations secrètes aux Anglais qui aideront à faire tomber l'Empire ottoman, à prendre le contrôle de la région et à nous donner la déclaration Balfour qui nous promet un État juif. Prisé pour son mélange d'authenticité et son atmosphère champêtre aux airs de Provence, Zichron Yaakov attire les touristes du monde entier. Rue pavée de pierre bordée de cafés, de restaurants ou encore de galeries d'art. Quand le baron de Rothschild a construit Zichron Yaakov, il l'a construit à la française. Les tuiles des maisons venaient de Marseille, les lampadaires de la rue de Paris. Et c'est aujourd'hui ce qui fait le petit cachet de Zichron Yaakov qui donne envie aux gens de venir. Berceau de la viticulture, Zichron Yaakov possède la plus importante production de vin en Israël. Nous avons rencontré Yossi Cohen, gérant de la boutique des vins Carmel, qui nous explique le succès de ces grands crus. Le succès de l'exportation du vin israélien a débuté il y a 35-40 ans, quand le vignoble de Ramat HaGolan a ouvert. Ils ont commencé à faire de très bons vins cachers. Ils ont révélé les vertus du vin israélien qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Les vins étaient non seulement cachers, mais ils étaient aussi très bons. Aujourd'hui, il y a 300 vignobles en Israël. Carmel reste toujours le plus connu. Zichron Yaakov, un voyage au cœur de l'histoire, là où le temps semble s'être figé, pour pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie. Et en plateau avec moi, Léo Zommermann, notre architecte. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Et vous, Julie Ebeau, bonjour. C'est vous qui nous avez proposé ce joli voyage. On a vraiment l'impression d'être en Provence, c'est incroyable. Complètement, Zichron Yaakov, c'est un petit village très charmant qui nous rappelle la Provence, un quartier piétonnier avec une rue principale pavée, bordée de cafés, de restaurants en plein air, des magasins, des galeries. C'est un village en pleine nature. Un air de campagne, c'est fleuri, il y a beaucoup de romantisme et de poésie, vous l'avez dit. On est très loin de l'agitation de la ville et c'est un endroit, une balade incontournable à faire pour tous ceux qui recherchent un peu de tranquillité. Et d'ailleurs, Zichron Yaakov, beaucoup de visiteurs aiment passer un week-end là-bas parce que c'est un vrai dépaysement. Alors Léo, c'est clairement un standing français. Ça nous rappelle étrangement Saint-Paul-de-Vence ou la Provence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'accumulation de pierres ou de vieilles pierres, ce n'est pas le seul élément qui donne une âme à une ville. Il est certain qu'en fait, c'est à l'initiative du baron Edmond de Rothschild, c'est lui qui a façonné tout cet endroit. Et on le sent très bien, enfin, à différents endroits, notamment parce que, c'est vrai, il a amené cette notion de poésie et de volonté de vivre comme en Provence. Les rues sont pavées, les maisons sont avec des tuiles rouges. Et donc, c'est lui qui a voulu absolument retrouver la notion des chais et des mâts
provençaux dans cet endroit. Alors, franchement, on sent clairement la culture française, mais c'est tout, il n'y a pas d'autres influences? Non, il y a bien sûr eu des influences, puisqu'en fait, au départ, le plan d'urbanisme a été fait par un ingénieur qui a prévu donc le développement de la ville, et au fur et à mesure, les différents styles sont venus se greffer. Ce sont bien sûr les styles israéliens, mais malgré tout, ce plan de parcelle a permis à la ville de grandir harmonieusement, et on sent en fait que la ville est restée encore avec ce caractère très, très naturel. Bon, alors, cette rue principale qu'on appelle la route du vin, elle est bordée de bâtiments très emblématiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce style architectural? Alors, disons que les bâtiments emblématiques, notamment parce que Zichron Yaakov, c'est ce que disait le reportage, c'est au nom et à la mémoire du père du baron Edmond de Rothschild. Donc, ce qu'il a fait, il a créé une synagogue aussi, par exemple, qui est juste à côté. Et c'est une synagogue qui est magnifique. C'est une des grandes synagogues du secteur. Elle est excessivement fleurie en décoration. Sinon, il y a des maisons qui sont des maisons effectivement typiques, comme celle de la famille Aronson qu'on a vue, qui étaient en fait les premiers, disons, pas les premiers espions, c'est pas vrai, mais en fait, disons, qui ont aidé effectivement à l'édification de l'État d'Israël. Il y a d'autres musées, il y a le musée de l'Alia, le musée du vin aussi. Et donc, toutes ces maisons-là donnent effectivement une envie d'aller jeter un œil un peu partout, ce qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire. Une influence israélienne aussi, avec cet hôtel qui a été construit avec des architectes israéliens connus. Tout à fait. Alors, il y a en 68 un des très grands architectes israéliens qui s'appelle Yaakov Rechter, et qui a construit un centre de repos. C'est une maison de retraite, en fait. C'est une maison de retraite et qui a été transformée il n'y a pas très longtemps, en l'an 2000, par une femme qui s'appelle Lili Elstein, et qui a un goût très prononcé pour l'art. C'est une femme, on va dire, déjà avancée en âge, mais elle a vraiment donné à ce lieu, qui est un lieu absolument exceptionnel, elle a donné presque 500 œuvres, ça va aussi bien de Picasso à d'autres œuvres israéliennes. Ah oui, magnifique. Et il y a des concerts, il y a une restauration fantastique. Enfin, disons qu'on sent que c'est effectivement quelque chose qui vit très bien. Et la ville, de toute façon, de Zichron Yaakov, l'évolution aujourd'hui, c'est une ville de gens aisés, il est certain, et c'est une ville où il y a un country club. Parce qu'à la base, il y avait beaucoup de Yéménites là-bas. Alors, à la base, c'était une ville, la première alia était une alia, les Chorvé Signon, c'est en fait les amoureux de Sion. C'était des Roumains qui sont venus s'installer, mais qui ont eu énormément de problèmes, aussi bien liés à l'économie de l'époque ou éventuellement aux épidémies. Alors, et le baron de Rothschild, lui, c'est lui qui a permis le développement de toute cette région. Ville. Écoutez, on est sous le charme, mais on imagine les terrasses, ces petites rues avec des bougainvilliers, ces caves à vin qu'on peut visiter, Julie. Mais alors, il y a un endroit qui est situé pas très loin et qui nous invite aussi à rêver. Racontez-nous. Oui, un endroit qui fait rêver, un véritable havre de paix, le parc de Ramat Anadiv, situé au sud du Mont Carmel. Il s'agit d'un immense jardin dédié à la mémoire du baron Edmond de Rothschild et à son épouse Adélaïde. On rappelle que le baron de Rothschild a permis donc aux premières communautés juives du mouvement sioniste de survivre et de prospérer. Il a d'ailleurs apporté un soutien, notamment dans le domaine agricole. Et pour revenir sur ces jardins, eh bien, c'est un véritable coin de paradis, moins connu des circuits traditionnels, mais qui pour autant attire de nombreux visiteurs pour sa tranquillité d'une part, et d'autre part pour la beauté et la variété des fleurs qui sont sur place et leur senteur. C'est un vrai jardin d'essence, un jardin qui s'étend sur plus de 8 hectares avec plus de 617 espèces, dont 42 considérées comme rares. Et hormis la beauté de ce lieu, c'est aussi un lieu chargé d'histoire et riche de symboles. Les jardins ont la particularité d'être très soignés et méticuleux. Ils reflètent l'image du baron de Rothschild. Voilà, donc c'est vraiment une balade à faire, incontournable à faire en famille, je recommande. Alors, on l'a vu aussi dans votre reportage, dans cette région-là, il y a beaucoup de bons vins, mais pas seulement. Sur les monts verdoyants de Judée, Eran Pick vérifie la qualité de ses vignes. Vous allez voir, il fait partie de ces petits producteurs de plus en plus nombreux qui s'emploient à faire figurer les crus israéliens sur les meilleures cartes de vin. Regardez. Sur les pentes des monts de Judée se cultive une nouvelle passion israélienne. Eran Pick vérifie la qualité de ses vignes sur l'un des 300 vignobles du pays. La production de vin en Israël est en plein développement depuis 20 ans, même si on en produisait déjà du temps de la Bible. C'est une terre de vin, avec une histoire de 3 à 4 000 ans, mais une histoire qui n'a pas été continue.
C'est pour ça, alors que du vin était produit ici pendant des milliers d'années, et probablement du bon vin, nous ne savons plus comment ils le produisaient. Chaque année, Israël produit 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Le pays cherche à se faire une place sur l'échiquier international des vins et ne pas seulement viser les communautés juives. Le problème principal, c'est que quand un vin israélien est exporté, il finit généralement sur l'étagère des produits cachers dans les magasins. Un client qui n'a pas vraiment besoin d'un vin kasher peut le rater. Les Israéliens boivent en moyenne 5 litres de vin par an, une consommation qui reste très inférieure à celle des Français ou Italiens. Mais d'après un sondage, le nombre de personnes buvant du vin régulièrement a augmenté de 50% en 5 ans. Pour l'œnologue Mark Dworking, les vins israéliens ont toutes les qualités pour devenir de grands vins. Des vignobles de mieux en mieux tenus, une consommation interne qui augmente, une demande internationale qui ne devrait pas faiblir et une qualité en général qui augmente d'année en année. Donc, je pense qu'Israël, enfin au moins les vins israéliens, ont un très bel avenir devant eux. Et même s'il manque une vraie culture populaire du vin, les producteurs ont de grandes ambitions. Produire un vin haut de gamme est typiquement israélien. Et j'ai le plaisir d'accueillir Yael Ifra. Bonjour, vous êtes une grande connaisseuse de vin. D'ailleurs, on vous appelle souvent ici, le ministère du Tourisme ou bien l'ambassade pour faire des conférences sur le vin. Et vous avez ouvert à Paris le premier bar à vin kasher, c'est dans le 17e, on s'en souvient. Alors Israël, Yael, qui est devenu en quelques années un pays de renommée mondiale en matière de vin, mais tout a commencé en 1882 avec justement le baron de Rothschild qui avait mis beaucoup d'argent pour essayer d'avoir du bon vin là-bas et ça a été un vrai essai raté, une catastrophe. Une vraie catastrophe Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors vous savez bien sûr que le baron de Rothschild était le propriétaire de Château Lafite, c'est un des plus grands domaines du Bordelais. Donc, en grand sioniste convaincu, il s'est dit, on va faire la même chose. Bon, Israël, c'est quand même, c'est un pays du croissant fertile. C'est de là que le vin est originaire à la base. C'est de là que vient la viticulture. À l'époque du Talmud et de la Mishnah, il y avait déjà des presses à vin qu'on a retrouvées en Galilée. Donc, il s'est dit, c'est un bon pays pour le vin, on va y aller. Donc, il a construit, comme on l'a déjà dit, un chai à la bordelaise absolument magnifique, qui est le seul chai en Israël qui est sur le même modèle que le bordelais, avec des caves voûtées superbes. Et il s'est dit, on n'a qu'à planter, et puis ça sera bon. Donc ils ont planté, et puis ça a été la catastrophe. Alors la terre n'avait pas été assainie. Les malheureux Roumains qui étaient là n'étaient pas du tout des gens du métier, donc ils ne savaient pas travailler la vigne. Ils sont morts de la malaria. Le vin était, on va dire gentiment, infect. Enfin, certainement pas au niveau du Château Lafite. Et donc le premier essai s'est soldé par un arrêt complet. Bon, alors comment vous expliquez que ces dernières années, c'est un vrai succès, le vin israélien dans le monde? Cette explosion. On est 100 ans plus tard quand même. Donc entre-temps, je crois que l'agriculture israélienne avait fait ses preuves. Des écoles d'agronomie qui sont connues dans le monde entier où les gens viennent se former. Et donc sur la culture du vin, Israël a fait comme d'habitude, n'avoir peur de rien, ne pas avoir froid aux yeux et l'innovation, toutes les techniques de pointe en agronomie. Parce que le vin israélien, il est quand même un petit peu plus alcoolisé que le vin français. Il y a quand même ce petit souci là encore à régler. Alors sachez qu'aujourd'hui, les vins français montent en alcool de plus en plus à cause des modifications du climat et qu'effectivement, ce sont des vins dits du Nouveau Monde. Ils sont plus alcoolisés que les vins français, mais ils vont être comme un vin australien, comme un vin californien, pas plus. Alors ça ne convient pas toujours au goût français. C'est vrai qu'un Bordeaux, ça va être aux alentours de 13 degrés et un bon Syrah israélien, ça va être plutôt 14,5-15. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Merci beaucoup Yael. Allez, on passe tout de suite à la suite de nos programmes.